Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure majeure de l'histoire japonaise, Oda Nobunaga. Oui, et on va l'aborder sous un angle un peu particulier, celui de ses emblèmes familiaux, les kamons. Ah, les kamons. Je crois savoir qu'on lui associe souvent un emblème principal, le Odamoku. Exactement, le Odamoku. Mais en fait, si on creuse un peu les sources, on découvre une histoire plus complexe. Ah oui? Oui, il semble qu'il ait utilisé au moins 7 kamons différents au cours de sa vie. 7. D'accord. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi, j'imagine, et ce que chacun signifie. C'est tout à fait ça. Comprendre leur symbolique et comment il les utilisait de façon assez stratégique d'ailleurs. Bon, alors commençons par le plus connu, ce fameux Odamoku. Quelle est son histoire? Alors, le Odamoku, c'est vraiment l'emblème, disons, représentatif du clan Oda. D'accord. C'est son père, Nobuhide, qui l'aurait reçu du clan Shiba, qui était leur suzerain à l'époque. Le motif lui-même, le moko, il viendrait de Chine, de la dynastie Tang. Et ça représente quoi exactement? C'est là que ça se complique un peu. Il y a plusieurs théories. Certains pensent que ça représente une fleur de cognacier, le bokeh. D'autres y voient une coupe de concombre stylisée, le kimuri. Une coupe de concombre. Oui, oui. Ou même une décoration qu'on trouvait sur les anciens stores en bambou, les misu. D'accord, c'est assez varié comme interprétation. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est un motif très très répandu au Japon, un des 10 kamon les plus courants. Mais pour Nobunaga, c'était avant tout le symbole de sa lignée, de ses racines. Je vois. Mais il ne s'est pas arrêté là. Vous parliez de 7 emblèmes. Il y a aussi un papillon, c'est ça? Le Hagedasho? Oui, tout à fait. L'agacho, le papillon mâchon. Alors là, la symbolique est différente. Le papillon, c'est souvent lié à la chance, à la transformation. Mhm. Mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'était l'emblème historique du clan Taira. Ah, les Taira. D'accord, le grand clan rival des Minamoto. Exactement. Et en adoptant cet emblème, Nobunaga faisait plus que juste revendiquer une ascendance prestigieuse. Il se positionnait, Comment ça? il combattait le shogunat Ashikaga, qui eux descendaient des Minamoto. Donc en utilisant l'emblème des Taira, il contestait symboliquement leur légitimité. Il se présentait un peu comme l'héritier de la lignée rivale historique. C'était assez audacieux, quoi. Ah oui, effectivement. Une vraie déclaration politique juste avec un emblème. Et dans cette idée de légitimité, il y a aussi le Gosan no Kiri, le Polonia. Celui-là, on dit qu'il l'a reçu. Oui, c'est ce qu'on appelle un kashimon. C'est un emblème qui est offert en général par une autorité supérieure. D'accord. Et d'après le Shinshokoki, qui est la chronique de Nobunaga, c'est Ashikaga Yoshiaki. Le shogun qui l'a aidé à mettre en place. Précisément, c'est Yoshiaki qui le lui aurait offert en remerciement. Ce motif de Polovnia, avec les fleurs 5-7-5, ou ici plutôt 5-3-3, Oui. il a été traditionnellement associé à la cour impériale, puis aux Ashikaga eux-mêmes, après que l'empereur Go-Daigo ait les donné à Ashikaga Takauji. Donc le recevoir, c'était une marque de reconnaissance officielle, un lien avec le pouvoir en place. Même si ça n'a pas duré entre eux, cette reconnaissance. Non, effectivement, les relations se sont vite tendues. Mais sur le moment, c'était un symbole fort. D'ailleurs, ce kamon deviendra très utilisé par Hideyoshi ensuite, et on le retrouve même aujourd'hui sur les passeports japonais. Incroyable. Et il y a un autre emblème lié aux Ashikaga, je crois. Le Maruni Futatsu Bikiryo. Tout à fait. Celui-là aussi. C'est un cercle maru avec 2 lignes parallèles à l'intérieur, Futatsu Bikiryo. Et ça symbolise quoi? On dit que ça représente 2 dragons montant au ciel. C'est un symbole d'unification, de prestige, de richesse. Et oui, c'était aussi un emblème utilisé par certaines branches des Ashikaga. Donc en l'obtenant probablement aussi via Yoshiaki, Oui, c'est l'hypothèse la plus probable. hmm, il renforçait encore son image de personnage puissant reconnu par le shogunat. Exactement. C'est une accumulation de symboles d'autorité en quelque sorte. Changeons complètement de registre maintenant. Il y a un emblème qui est une pièce de monnaie, l'Eirakusen. Ça, c'est très particulier, non? Ah oui, ça c'est fascinant et très révélateur de Nobunaga, je trouve. L'Eirakusen, c'était une vraie pièce de monnaie chinoise de la dynastie Ming, D'accord. importée et utilisée au Japon. Oui, elle circulait beaucoup. Et Nobunaga l'a mise sur ses drapeaux, ses bannières militaires. C'était une façon très directe, très visuelle, d'afficher l'importance qu'il accordait à l'économie. Au commerce. Au commerce, oui.
aux finances, à sa politique de Rakuichi Rakuza, les marchés libres, qu'il voulait promouvoir pour casser les monopoles des guildes. C'était presque un message politique. La puissance militaire, ça repose aussi sur une économie forte. Certains de ses vassaux l'ont même adopté aussi. Une vision très moderne, en fait. Tout à fait. Passons à un autre, plus philosophique peut-être. Le Mumonji. Mumonji. C'est un caractère Oui, c'est juste le caractère mu. Mu. qui signifie... Le vide, le néant. C'est ça. C'est un concept très important dans le bouddhisme zen. Ça renvoie au mushin, l'esprit sans pensée, libéré des attachements, des distractions. C'est un état mental que beaucoup de guerriers cherchaient à atteindre. Pour le combat. Oui, pour la concentration, la sérénité, l'efficacité dans l'action. Utiliser ce kamon, ça pouvait être une façon d'afficher son adhésion à cette philosophie, ou peut-être une quête personnelle de maîtrise de soi. D'autres guerriers célèbres l'ont aussi utilisé. Intéressant. Et on arrive au dernier, et peut-être le plus prestigieux, le Juroloku Yogiku, le chrysanthème impérial. Exactement, le chrysanthème à 16 pétales. C'est le symbole impérial par excellence, encore aujourd'hui d'ailleurs. Il est réservé en principe à l'empereur et à sa famille proche. Et Nobunaga a pu l'utiliser. Comment? C'est l'empereur Ogimachi lui-même qui lui en aurait accordé l'autorisation. Incroyable. Oui, c'était un honneur absolument exceptionnel, rarissime. Ça montre le niveau de pouvoir et d'influence que Nobunaga avait atteint à ce moment-là. Ça le plaçait symboliquement tout près de la source ultime de toute légitimité au Japon. Donc, si on résume, on a 7 kamons, bien plus que juste le Oda Moko qu'on connaît tous. Et chacun semble raconter une partie de l'histoire, une facette de Nobunaga. C'est exactement ça. Ce n'est pas juste décoratif, loin de là. Il utilisait ces emblèmes de manière très consciente, très stratégique. En fonction de la situation. Oui, en fonction de l'interlocuteur, du message qu'il voulait faire passer, il pouvait jouer sur la légitimité ancestrale avec le papillon Taira, sur le lien avec l'autorité via le polonia ou le chrysanthème, afficher sa vision économique avec la pièce de monnaie, montrer sa force tranquille avec le mu, ou simplement rappeler ses origines avec le moku. C'est comme une palette de symboles à sa disposition. Tout à fait. Ça dessine le portrait d'un communicant hors pair, en plus d'être le stratège militaire et politique qu'on connaît. Un homme complexe et très audacieux dans sa façon d'utiliser les symboles du pouvoir. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Au-delà de ce que chaque kamon représente, est-ce que l'esthétique même de ces emblèmes, le papillon est assez délicat, la pièce de monnaie est très austère, le chrysanthème est complexe, presque majestueux. Est-ce que cet aspect purement visuel a pu aussi jouer sur la façon dont on percevait Nobunaga à son époque? Ah, c'est une excellente question. Le pouvoir de l'image, l'impact visuel direct. C'est vrai que chaque kamon a sa propre personnalité graphique. C'est une piste de réflexion fascinante. Voilà qui conclut notre exploration pour aujourd'hui. Merci. Merci à vous.